qu'il n'est pas musulman. Or aujourd'hui, certains essaient d'utiliser cette question d'identité pour diviser les Tunisiens. Pour diviser les Tunisiens entre musulmans, non-musulmans, entre bons musulmans, mauvais musulmans, etc. Voilà, et là on joue avec le feu, et ça aussi c'est extrêmement dangereux. Donc là aussi, ça sera un des défis qu'il faudra, savoir définir notre identité dans une vision tolérante, dans une vision ouverte comme celle qu'on a eue depuis 1956. J'ai une autre question sur les libertés, les conventions internationales, le code du statut personnel. Donc effectivement, la Tunisie aujourd'hui a réussi à concilier d'une certaine manière son identité. Les lois tunisiennes ont été inspirées depuis Bourguiba d'une certaine vision des principes musulmans, mais dans une vision ouverte et tolérante d'une certaine manière. Je crois que Bourguiba a essayé de faire un compromis entre une vision universelle qui ne correspondait pas à l'histoire de la Tunisie, qui était plutôt empruntée à l'Occident, et d'un autre côté, ce qui était, on va dire, les principes musulmans qui faisaient partie de l'identité tunisienne. Les Tunisiens y étaient très attachés. Aujourd'hui, sur les libertés individuelles, on se battra jusqu'au bout pour conserver ce qu'on a, pour faire des progrès aussi. Mais d'un autre côté, attention, il faut toujours tenir compte du fait aujourd'hui, on ne décide pas de tout quand on est minoritaire. Donc on doit souvent passer des compromis et voir jusqu'où on peut aller. Moi, je crains une chose, vous savez, quand vous parlez du code du statut personnel, aujourd'hui, vu l'ambiance qu'il y a en Tunisie et vu la répartition des cartes à l'Assemblée nationale et des équilibres, vous savez, quand vous prenez votre calculatrice, il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour voter sur la charia comme source de loi, comme source essentielle de loi. Il y a une majorité là-dessus. Bon, maintenant, nous, on n'en fait pas partie, on négociera là-dessus, il faudra négocier pour arriver à quelque chose d'acceptable, pour rester sur la vision de 56-59. À la limite, moi je vous dirais, si on sauvegarde la situation, le statu quo de 56-59, ça sera déjà un acquis parce qu'on pourra aussi avoir pire. Maintenant, je finis là-dessus sur les conventions internationales. Le danger aussi qu'elles puissent être dénoncées. N'importe quel gouvernement peut dénoncer une convention qu'il a signée. Donc le jeu reste ouvert. Il faudra bien savoir ce qu'on veut et dans l'architecture constitutionnelle dire quels sont les principes intangibles et que certains principes internationaux, certains principes universels rentrent aujourd'hui dans l'ordre juridique national. Je finis sur la question de M. Nakache sur la majorité et l'opposition. Effectivement, nous, dans le parti Takat, on a fait partie de ce gouvernement pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. La question de la majorité d'opposition ne se posait pas. On aurait souhaité un gouvernement d'union nationale très large qui aurait comporté tout le monde, ou quasiment tout le monde. Parce que, comme vous le disiez très justement, il y a pas mal de questions économiques et sociales sur lesquelles on aurait pu tous être d'accord. Sur la Constitution, on a tous des projets différents. Certains s'en rapprochent, certains s'éloignent. Sur certains points, ça peut être transversal. Et c'est pour cette raison-là que nous, on n'a pas voulu rentrer dans un jeu de majorité-opposition, mais c'est le droit de ceux qui ont voulu faire ce choix de le faire. C'est aussi la démocratie. Sur le retour du RCD, là aussi, on n'en fait pas partie et on ne soutiendra pas d'initiative qui favoriserait le retour du RCD ou des anciens RCD sur la scène nationale. On n'en sera pas, ça sera d'autres, eux c'est eux, nous c'est nous. Merci. Voilà. On va écouter, allez-y, je reviens d'abord sur la binationalité et la religion. Je crois qu'on ne parle pas du président de la République, on parle du candidat. Et après, c'est le peuple qui va choisir. Et donc, pour moi, le candidat, il doit être tunisien, mais on ne doit pas regarder d'autres choses. Et c'est le peuple qui va l'élire ou ne pas l'élire. Pour moi, parce qu'on ne parle pas de la religion du président, mais du candidat. Et c'est le peuple qui va choisir, en fait. Après, pour la présentation des Tunisiens, moi, je ne suis pas pour une assemblée pour les Tunisiens à l'étranger, une assemblée pour les Tunisiens en Tunisie. Les Tunisiens à l'étranger doivent être toujours présents dans toutes les instances tunisiennes, directement présents, doivent défendre leur devoir directement dans les institutions tunisiennes. Pour le code du statut personnel, franchement, c'est pas en discussion. Il ne sera pas en discussion. Je ne pense pas qu'il sera en discussion. Pour l'améliorer, aujourd'hui, on tient. Moi, je ne suis pas d'accord avec Selim quand il dit que la majorité pour la charia, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité est pour l'identité arabo-musulmane. On est des Arabes musulmans. La charia, pour être appliquée, on doit... Qu'est-ce que c'est la charia? La charia diffère d'un pays à un autre. La charia en Arabie Saoudite n'est pas la même qu'en Afghanistan et ne sera jamais la même en Tunisie. Je crois que le terme charia fait peur aux Tunisiens. Et c'est pour ça
qu'il y aura consensus pour ne pas l'utiliser dans la Constitution. Je ne crois pas que la majorité de l'Assemblée est pour l'application de la charia dans n'importe quelle forme que ce soit. Mahazia, et ensuite on terminera avec Nadia. Concernant la question de monsieur, la longue question, tout ce que je peux tout d'abord vous promettre, et je m'engage à la transmettre au président de la Côte de Nanda, du groupe parlementaire de Nanda, pour qu'il l'ait en son intégralité. Pour la question de la nature de l'État tunisien, État civil ou théocratie, j'ai suivi en fait les présentations de tous les groupes parlementaires et j'ai pris note. Aucun groupe parlementaire représenté dans l'Assemblée n'a dérogé, je pense, au principe de l'État civil. Et je pense que là, ce n'est pas seulement un consensus, ça fait partie du contrat social tunisien. Je crois n'importe quel parti qui va mettre en question la nature de l'état civil, il est d'emblée hors de ce contrat social qu'elle a accepté. Concernant la question de charia et inscrire ou pas, c'est-à-dire mentionner ou pas, soit que ce soit dans la préambule ou dans un article séparé, est-ce qu'elle est source de loi, une des sources des lois ou bien la source de... Certes, ce débat est posé. Si je me rappelle bien, dans la présentation de Nanda, c'est pas Nanda qui l'a présenté, c'est plutôt qui l'a mis d'emblée comme ça. Nanda, elle a parlé de respect de Mandouma al-Qiyam al-Islamiyya. Et oui, non, c'est pas exactement la même chose. Oui, justement, c'est pas la même chose. C'est le parti Al-Ariba qui a mis sur la table Masdari al-Sharia. Si, c'est le parti Al-Ariba. Rencontre entre un élu de Nahda et un élu de l'Ariba sur ces questions-là et complètement un désaccord entre des élus de Nahda. C'est pour vous dire que le débat, il est à ses débuts. Les Tunisiens ont un peu peur des débats parce qu'ils croient que tout débat, c'est vraiment l'un ou l'autre va imposer son avis. Cette constitution ne sera jamais la constitution d'un parti, fut-il mon parti, disons. Non, c'est pas Nahda qui va faire la constitution, c'est tous les gens qui sont représentants des Tunisiens dans cette assemblée. Et moi, justement, ayant suivi plusieurs commissions et surtout m'ayant entretenu avec des experts qui sont venus nous conseiller, nous faire des conférences à nos élus, les uns les autres, ensemble ou séparément, il y en a qui m'ont dit un débat, ça doit être mené et vraiment dans la profondeur, mais l'important, c'est que vous ayez la capacité après d'arriver à un consensus parce qu'une constitution est condamnée à être le fruit d'un consensus. Et d'ailleurs, les experts en ça, en droit constitutionnel, ils parlent de ce qu'on appelle le compromis, je pense délatoire, c'est ça, le compromis qui renvoie à plus tard le désaccord. C'est parce que ça veut dire qu'on est presque, c'est pas presque, on est condamné à trouver un compromis. Par exemple, en écoutant les uns et les autres, je me suis étonnée, bien qu'il y ait des projets différents. Presque, M. Farid Moussa qui a parlé pour le groupe parlementaire démocrate, Monsieur Vieh qui a parlé pour Takat et Monsieur Lati qui ont parlé pour Naba, bien qu'ils sont différents, il y a certains termes ils ont utilisé les mêmes. Et donc ça montre, même parfois ils étaient très proches dans les concepts qu'ils ont utilisés, c'est que chacun développe aussi sa capacité d'écoute et de répondre à l'autre. Moi, ce que je suis en train, disons, peut-être là où mon rôle est pas juste comme vice-présidente, à vrai dire, je ne participe pas au débat. Mais je suis pour qu'on favorise ces débats-là à l'intérieur des commissions et je préfère qu'on prenne notre temps maintenant
à des points sur lesquels il y a un vrai consensus. Et pas seulement un consensus par vote majoritaire, mais un vrai consensus, c'est-à-dire un consensus dans lequel où chacun a écouté l'autre et que même une voix qui n'est pas représentée par plusieurs membres soit écoutée. Donc, ce débat-là, je ne suis pas si inquiète que ça. Ce qui m'inquiète, c'est la polarisation de débat dans la rue. C'est ça qui m'inquiète. Parce que il y a des bribes de conversations dans les commissions qui sont reprises sur un telle ou telle page Facebook, et alors là, ça devient une autre lecture. Il y a une couverture des médias qui n'est pas encore aussi, si on peut dire, complète et professionnelle, et je les comprends. Moi, je côtoie toujours ces jeunes journalistes, ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent travailler, mais parfois je sens, par exemple, je les vois, un quart d'heure dans cette commission, 10 minutes dans une autre, une demi-heure dans une autre commission. Et bon, peut-être c'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail, mais je ne vois pas encore un journalisme parlementaire et surtout suivant une constituante qui nous donne une idée sur le vrai débat dans la constituante. Parce qu'il y a certains invités ou les personnes qu'on a écoutées et qui ont vu nos débats, ils m'ont dit c'est dommage que la qualité de débat dans les commissions ne soit pas vraiment transmise telle qu'elle, visible aux citoyens tunisiens. Ça aiderait beaucoup le débat dans la société. Le débat dans la société, il est très polarisé, il n'y a pas seulement, comment dirais-je, ceux qui jugent bons musulmans et mauvais musulmans, il y a aussi qui classifient les gens en bons démocrates et mauvais démocrates. Entre ces deux-là, comment créer un bon pôle qui s'écoute vraiment et qui avance ensemble, c'est là c'est pour moi le vrai challenge, le vrai défi, pour qu'on avance vraiment sur cette constitution. Il faut... Alors, Mahalzia, sur le code du statut personnel. Comme femme tunisienne et comme membre de cette assemblée, je me réjouis que les plus grands nombres d'associations de société civile qui m'invitent et qui sur le site, qui m'envoient des propositions, sont les associations des femmes. Donc pour moi, revenir sur le statut, le code de statut personnel, je pense que c'est quelque chose il n'y a pas, disons, il n'y a pas question. Mais comment l'améliorer? Cette question-là, certainement, elle va être, je ne sais pas si elle a été posée dans la commission. Oui, elle va être posée dans la commission des droits et libertés. Je n'ai pas encore suivi cette question-là comme il faut dans cette commission-là, mais par exemple, je peux échanger avec vous les coordonnées et je m'engage à vous faire suivre un peu ce débat-là. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que dans la société, le débat, les associations, elles font vraiment un grand forcing, les associations de femmes, et j'ai même été invitée j'étais invitée dans Haye Hlal, donc le quartier très 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 populaire, comme j'ai été invitée dans les quartiers les plus chics, et toujours avec des femmes qui discutent de cette question-là, et chaque fois qu'il a été question de remise en cause de code statut personnel, ces femmes qui étaient très diverses, très contradictoires, elles ont fait front. Donc pour moi, la femme tunisienne dans la rue ou dans l'Assemblée, et elles sont très actives dans l'Assemblée, je vous assure, c'est aussi le rôle à elles de garantir ça. Voilà, alors, petite précision de Mahmoud Abbas, juste avant d'écouter Nadia Charbel, je crois. Une petite précision sur s'il vous plaît. ce que Madame Mahazi a dit à propos des points de vue où on ne partage pas avec le NAB. En fait, nous, notre objectif, c'est de finir dans les délais les plus brefs une constitution consensuelle. Mais nous, on a 3 priorités. C'est que le patrimoine civilisationnel et le réformisme du peuple tunisien soit sauvegardé, que les objectifs de la révolution soient sauvegardés, et après, les valeurs de l'islam aussi. Parce que nous, on se reconnaît comme un peuple arabe et musulman.